Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Roxane Gibert-Vance-Prangel, gynécologue obstétricienne à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. En tant que référente en infectiologie et grossesse, le docteur Vance-Prangel nous partage ses connaissances sur le parvovirus B19, plus communément appelé cinquième maladie. Welcome back sur le micro des gynécos, Roxane. Merci d'avoir accepté de participer à nouveau à notre chaîne. C'est de nouveau un plaisir de vous rejoindre et merci de votre accueil. Aujourd'hui, on discute parvovirus B19. On pourrait peut-être commencer par une introduction générale sur la problématique avec les modes de transmission du virus. Alors, le parvovirus B19 est aussi connu pour être la cinquième maladie chez les enfants. Les épidémies sont plutôt au printemps principalement et un peu à l'automne, où c'est principalement des enfants qui vont être atteints, puisque ça va être la première fois qu'ils vont le rencontrer, et ils vont présenter une rhinorrhée, un rhume un peu classique, avec une éruption cutanée qu'on décrit classiquement en gifle, ou avec une éruption cutanée sur les joues, un peu souffletée et rouge, qui fait suspecter le parvovirus à ce moment-là. Chez l'adulte, ça peut vraiment passer inaperçu pour la première fois qu'on l'attrape. Et donc, nos femmes enceintes, elles risquent de l'attraper si elles ne l'ont pas encore eu. Il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié de la population qui est immunisée. Elles risquent de l'attraper si elles sont en contact avec un enfant qui fait un parvovirus B19. Et elle manifeste dans les 14 jours. On pourra le diagnostiquer en faisant une prise de sang quand il y a un contexte évocateur de parvovirus B19. C'est hyper rare de diagnostiquer chez l'adulte un parvovirus sur une éruption cutanée. Mais même chose si on veut statuer sur est-ce qu'une éruption cutanée est un parvovirus. Si on a un doute, eh bien on pourra prescrire une sérologie et conclure en fonction. Alors, on conseille aux femmes enceintes, si elles ont été en contact avec un enfant, de faire la sérologie. Donc, pas forcément de se rendre aux urgences, on est d'accord, mais tout à fait. De faire une sérologie minimum quelques jours après. Idéalement, au plus tôt après le comptage, et c'est le mieux, puisque si on est déjà avec une immunité ancienne au moment du comptage, on pourra être totalement rassurante avec notre patiente, puisque si elle a déjà des IgG au moment du comptage, c'est qu'elle l'a déjà fait il y a longtemps et il n'y a aucun risque fœtal. Si par contre sa sérologie est négative, eh bien on proposera de le recontrôler 2 semaines plus tard pour voir si elle devient positive pour le parvovirus B19, et ce qui permettra à ce moment-là d'adapter la surveillance. À ce moment-là, si la patiente elle se séropositive, on peut l'informer de quoi comme incidence de risque qui est une conséquence sur sa grossesse? Alors, le risque principal, c'est qu'on va craindre un passage chez le fœtus et qu'il développe une infection au parvovirus B19. Cette infection, elle peut ne rien faire, comme entraîner une anémie fœtale, parfois une thrombopénie, et il peut y avoir une atteinte directe au niveau cardiaque, mais c'est beaucoup plus rare. Le principal problème, ça sera cette anémie qui peut être assez rapide, profonde, et qui va finir par récupérer dès lors que l'enfant va s'immuniser contre le parvovirus B19. Mais il faut savoir qu'après un comptage avec le parvovirus, on a une zone à risque jusqu'à 12 semaines après la primo-infection pour que le fœtus développe une anémie. Ce risque, il est majeur surtout au 2e trimestre, mais existe à tout terme de la grossesse. Donc, si jamais on a une infection parvovirus qui est diagnostiquée, eh bien, on va faire une surveillance par échographie avec des VSM par semaine jusqu'à 12 semaines après l'infection. Une autre façon de le découvrir, qui est finalement la plus fréquente, c'est d'arriver un peu après la bataille. C'est quand vous allez être en échographie et que vous allez tomber sur un fœtus qui aura potentiellement un hydramnios, une anasarque. Eh bien, il faut aller faire les VSM au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Vous allez voir une anémie fœtale
ça va poser l'indication éventuelle de faire une transfusion in utero et vous allez rechercher le parvovirus à ce moment-là, aussi bien en sérologie maternelle qu'en PCR sur le liquide amniotique. Je profite de l'opportunité pour dire aux auditeurs qui ne sont pas au courant que via l'application mobile de Lagoff Pulse Life, on peut calculer facilement les VSM en MOM pour se rendre compte du reflet éventuel d'une anémie fœtale. Et est-ce que tu sais du coup quelle proportion des patientes qui se séroconvertissent vont développer une anémie fœtale? Il y a peu de données, c'est difficile d'être exhaustif sur cela, mais on estime à peu près un risque de 20% au deuxième trimestre. Le pic de risque est au deuxième trimestre, c'est beaucoup plus rare au troisième trimestre. Après là, récemment, on a eu un cas de parvovirus qui a été contracté dès la fin du premier trimestre, où on voyait déjà une hyperclarté nucale, et malheureusement, ça s'est soldé par une mort in utero à 16 semaines d'aménorrhée. On a eu le diagnostic un peu a posteriori, mais ça peut aussi survenir malheureusement au premier trimestre, mais là, on a vraiment très peu de données. Oui, 20%, c'est quand même significatif finalement. Il faut savoir que les 20%, c'est un petit peu biaisé puisque ce seront des patientes qui auront été extrêmement surveillées dans le cadre d'une séroconversion et que finalement, être sûr que ce soit à ce point important, c'est difficile dans les conditions actuelles. Dans ces situations que tu viens d'évoquer où on constate des signes d'anémie fœtale, a priori sur une séroconversion au parvovirus B19, quelle prise en charge on peut proposer aux patientes en fonction du terme? Quand on a une anémie fœtale, on essaye bien sûr de voir la profondeur de l'anémie avec les VSM. Pour les personnes qui font de l'échographie, vous n'êtes pas sans savoir que les VSM peuvent être hyper labiles en fonction de si le bébé bouge beaucoup ou non. Elles peuvent être impactées aussi par la cure de Célestène qu'on ira faire si on a un terme potentiel de prise en charge fœtale. Et donc, on va essayer de répéter les VSM pour vraiment être sûr qu'on soit bien dans la zone d'anémie, soit modérée, soit sévère. Si on est en zone d'anémie, on va regarder en même temps, les autres signes de retentissement. C'est sûr que si on a des VSM élevés avec d'emblée une anasarque fœtale, on ne doute pas trop sur le fait qu'il y ait vraiment une anémie sévère. Si par contre on a des VSM qui sont un peu labiles avec pas d'autres signes au niveau de l'échographie ou du monitoring, si on a un âge auquel faire un monitoring, et bien dans ce cas-là, on n'hésitera pas à renouveler les VSM avant de se dire qu'on doit aller transfuser l'enfant. Et du coup, si on est en zone d'anémie sévère, on peut aller effectuer des transfusions in utero ou on peut le faire soit en intrapéritonéal si on est tôt dans la grossesse, ça peut se faire dès 18 semaines d'aménorrhée, et on peut aller transfuser directement avec une ponction cordonale en fonction de l'accessibilité bien sûr du cordon dès aussi 18 semaines, mais ça dépend vraiment de l'accessibilité, de la taille du cordon. Et ce geste, on peut le faire tant que le cordon est accessible, en fait, jusque 35-36 semaines d'aménorrhée, on peut le faire. Après, c'est toujours plus simple, finalement, quand on est au-delà de 36 semaines, c'est rare d'effectuer des transfusions parce que techniquement, c'est plus difficile. On a un peu plus de risques et dans ce cas-là, on préfère faire naître l'enfant, mais c'est beaucoup plus rare dans un contexte de parvovirus. Mais par contre, entre 32 et 36, du coup, ça a vraiment sa place versus la provocation avec une prématurité modérée. C'est au cas par cas en fonction de l'accessibilité du cordon. Si vous avez un beau placenta intérieur avec un pied de cordon facilement accessible, on préfère transfuser. Si on a un cordon quasi inaccessible chez une dame qui est en plus a un BMI très élevé, ça se discute au cas par cas. Tout à fait, tu as raison. Est-ce qu'on ne profiterait pas de l'opportunité pour rappeler un petit peu les règles de mesure des VSM et puis les facteurs qui peuvent les faire varier? Donc les VSM, il faut se positionner du coup sur une coupe un petit peu en dessous de celle de la coupe du BIP en regard du polygone de Willis. Il faut vraiment être bien transversal, ne pas avoir les orbites normalement sur cette coupe, bien régler votre zoom. Ne pas hésiter à utiliser la préconfiguration cerveau sur l'échographe qui permet une optimisation des réglages Doppler à ce moment-là. Et il faudra ensuite venir prendre votre mesure Doppler dans l'axe en évitant toute angulation entre l'artère cérébrale moyenne
et votre fenêtre de tir. Vous pouvez utiliser un correcteur d'angle, mais ça risque de fausser les VSM, donc il faut vraiment essayer de les faire dans l'axe le plus possible. Idéalement, on prend la proximale, mais parfois on a plus de facilité à avoir la distale, et bien dans ce cas-là, si la distale est dans l'axe, on préfère prendre l'artère cérébrale moyenne distale. Au niveau du tiers proximal, en parlant du polygone de Willis. Et il ne faut pas hésiter à renouveler cette mesure, de démarrer votre échographie, si c'est possible, quand vous le faites dans ce contexte-là, par cette mesure, parce que ça évitera que votre fœtus se mette à bouger, parce que quand il bouge, ça va augmenter les vitesses, donc c'est un peu plus compliqué, et d'éviter de trop appuyer avec la sonde, parce que même chose, ça peut faire augmenter les vitesses, le fait d'entraîner une compression au niveau du périmètre crânien. Les VSM peuvent être aussi légèrement abaissés dans les jours qui suivent l'injection de célestène. Et les VSM sont aussi modifiés quand on a un fœtus qui a été transfusé par rapport à un fœtus qui n'a jamais reçu de transfusion in utero. On sait que les vitesses changent légèrement. Dans quel sens ? Le fait d'ajouter du sang qui va être souvent concentré d'adultes chez le fœtus va souvent tendre à baisser un peu les seuils de VSM et en fait on va beaucoup céder des signes annexes pour pouvoir prendre une décision éventuellement de deuxième transfusion. Parfait. Merci beaucoup Roxane pour cet épisode. C'était vraiment super. Ça a permis de bien faire le tour de la problématique et on espère te recevoir à nouveau dès que tu seras dispo. Merci, bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.